Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur Zoom sur les mathématiques. Mon nom est Nathalie Champagne, je suis donc votre animatrice pour aujourd'hui. Je vais vous accompagner pendant la présentation. Je vois qu'on a des gens disciplinés aujourd'hui, micro et caméra fermés. On voit qu'on commence à avoir l'habitude des webinaires. Donc, je vous souhaite la bienvenue. J'ai ma collègue Eliane Giguère qui va nous accompagner pour le clavardage. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous allez pouvoir écrire via le clavardage à Eliane. Juste pour petit rappel, le clavardage est dans la barre d'outils directement à côté des deux petites souris. Donc, si vous voulez simplement l'activer et communiquer avec Eliane qui pourra vous répondre. Et on aura, suite à la présentation, une période de questions là, où on pourra s'échanger à micro ouvert au besoin là, les différentes questions. Mais tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions via le clavardage. Donc, on va commencer. Déjà, en partant, je vais débuter en vous partageant mon écran sur une nouvelle façon de faire que l'on a mis en place cette année. Peut-être que vous avez remarqué lors de la réception de votre code d'activation que vous avez reçu par courriel, une nouvelle façon, en fait, de procéder. Donc, c'est une nouvelle façon de faire pour simplifier la gestion des groupes. Donc, contrairement à l'an passé où vous aviez reçu un code enseignant et 30 comptes élèves, on a fait une modification cette année où vous recevez votre code d'enseignant. Donc, ici, mon code d'enseignant. Il est valide pour 1 an avec sa date d'expiration. Et au bas, je reçois un code élève qui activera 30 comptes. Donc, j'aurai la possibilité d'avoir 30 élèves dans ma classe qui pourront activer les composantes suivantes, soit cahiers et exercices interactifs. Pour ceux qui auraient un abonnement de 5 ans, vous auriez eu exactement le même courriel, mais au lieu d'avoir simplement année 1, vous remarquerez que vous avez probablement année 2, 3, 4 et 5. Donc, les codes sont à conserver pour les années subséquentes pour pouvoir activer vos produits élèves pour les futures années, si c'est votre cas et que vous avez bel et bien donc un abonnement de 5 ans. Je vais arrêter le partage de mon petit courriel et je vais vous amener directement dans la plateforme Mazone CEC pour qu'on puisse venir faire cette activation-là avec la nouvelle façon de faire parce qu'il y a des petites modifications par rapport à ce qu'on avait déjà par le passé. Donc, pour les besoins de la cause, je me suis déjà créé un compte ici. Donc, je vais entrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Si jamais vous n'aviez pas déjà de compte chez nous, c'est simple, vous avez juste à cliquer sur pas de compte, inscrivez-vous dès maintenant et vous pourrez suivre la procédure d'inscription pour vous créer un compte. Donc, quand j'arrive sur ma zone CEC, donc j'arrive dans ma bibliothèque, elle est vide, je n'ai pas encore de produits à l'intérieur. Donc, je vais devoir activer mon code. Le premier code que j'active est bien évidemment mon code enseignant. Donc, c'est bien important d'entrer le code enseignant en premier et non pas le code élève parce qu'on va activer nos produits en tant qu'enseignant. Donc, je vais entrer le code qu'on m'a transmis ici. Donc, je fais soumettre. J'ai alors les produits donc, qui doivent s'ajouter dans ma bibliothèque. Dans ce cas-ci, c'est Zoom en 3e année. C'est bien ça, c'est bien ce que je veux. Donc, je vais simplement cliquer sur « Continuer » pour confirmer. J'accepte les termes et conditions et j'ajoute. Afin de confirmer que c'est bien ce que je veux faire dans mon compte, j'entre à nouveau mon nom d'utilisateur et je confirme. La nouvelle façon de faire me pose la question suivante. Vos contenus numériques ont bien été ajoutés. Super, ça a fonctionné. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des contenus élèves associés à ce code? Bien oui, j'ai un contenu élève. Comme on a vu dans le courriel de départ, j'avais la possibilité d'avoir soit mes exercices interactifs ou dans le cas de cette année, puisqu'on a fourni pour une grande partie de nos produits les cahiers numériques gratuitement, j'ai accès aux cahiers numériques gratuitement pour les élèves. Je vais donc sélectionner « Oui » pour pouvoir entrer le code d'activation des élèves. Donc, code d'activation des contenus élèves, c'est ici que je vais l'entrer. Donc, qui est le deuxième code que j'avais, année 1. Et voilà. Donc, je l'active.
Évidemment, c'est le même produit que moi comme enseignante. Une différence près, c'est que les élèves n'ont évidemment pas accès aux évaluations, aux corrigés et autres, mais ici au cahier d'activités et exercices interactifs. On me pose une autre question. Créer un groupe pour associer ces contenus. Cette étape est essentielle pour que vos élèves puissent accéder à ces contenus. Vous pourrez le faire plus tard depuis le menu Gestion de groupe. C'est vrai que c'est possible de le faire plus tard, mais je vous recommande fortement de le faire dès maintenant parce que ça simplifie grandement la procédure. Donc, je vais cliquer tout de suite sur « Continuer ». Et donc, on va m'offrir la possibilité de créer tout de suite un groupe pour mes élèves. Donc, moi, par exemple, je suis enseignante, j'enseigne en 3e année. J'ai le groupe, disons, 302. Donc, je vais le nommer groupe 302. J'aurais pu être original, c'est un peu plate comme nom de groupe, mais disons qu'on y va pour la simplicité aujourd'hui. Donc, groupe 302, j'y vais, je soumets. Et on me demande mot de passe pour tous les élèves. Donc, je peux choisir, on m'offre la possibilité de choisir un mot de passe qui sera commun à l'ensemble du groupe. Donc, ça va grandement simplifier. Les élèves n'auront pas besoin de se souvenir et d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Oui, il va falloir qu'ils se souviennent, mais il ne sera pas différent pour chacun. Ça va être le même pour tout le monde. Donc, choisissons quelque chose de simple pour aujourd'hui. Par exemple, bonjour 1, 2, 3. Juste vous rappeler qu'il y a des critères précis quand on crée un mot de passe pour la plateforme. On demande qu'il y ait 8 caractères, dont au moins une majuscule et un chiffre. Donc, je respecte ici les critères. Je fais soumettre. Et donc, voilà, on me dit, ce mot de passe sera sécurisé. Vous n'y aurez plus accès. Veuillez le prendre en note et garder l'information en lieu sûr. Là, je peux le noter, mais sachez que sous peu, la plateforme, il y aura une mise à jour et il y aura un courriel qui va vous être envoyé avec le mot de passe que vous venez de choisir afin que vous puissiez avoir un aide-mémoire pour vous en souvenir ultérieurement. Donc, voilà, le groupe 302 a bien été créé. Je peux aller soit dans mon groupe, soit dans ma bibliothèque. Moi, je vais aller ici pour les besoins de la cause tout de suite dans mon groupe parce que je veux vous montrer immédiatement à quoi ça ressemble, le groupe élève. Donc, la nouvelle façon de faire, elle est activée, elle est sous vos yeux actuellement. En faisant la procédure que je viens de faire, j'ai créé automatiquement 30 comptes pour mes élèves. Donc, vous les voyez ici, c'est ma liste. Donc, ils sont placés en ordre numérologique. Et le système a généré aléatoirement des noms d'utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces noms d'utilisateurs-là, si je veux, je peux les modifier facilement. Et on se souvient que mon mot de passe, donc, c'était bonjour 1, 2, 3. Donc, si je souhaite le modifier, j'ai le petit crayon ici pour éditer. Donc, par exemple, si dans ma liste d'élèves, mon élève 1, c'est Jade, donc je peux simplement venir écrire Jade, son nom de famille, disons qu'elle s'appelle Tremblay. Si je souhaite, je peux changer son nom d'utilisateur ou décider de conserver ce que le système m'a généré. Disons que je décide plutôt de le changer puisqu'on est dans le groupe 302. Donc, par exemple, si je souhaitais simplement mettre prénom et le numéro de mon groupe, je peux le faire. Mot de passe, à ce moment-ci, je n'ai pas besoin de rien mettre puisque j'en ai choisi un commun. Mais si je voulais que chaque élève ait un mot de passe individualisé, je pourrais ici choisir de le faire aussi. Je vais simplement appliquer donc, mes modifications. Ah, voyez-vous, il y a déjà une Jade 302 qui existe quelque part au Québec. Donc, je vais devoir ajouter soit une lettre, un chiffre ou autre pour modifier. Donc, comme elle s'appelle Jade Tremblay, disons que je viens mettre Jade T 302, je vais faire appliquer et voilà, donc j'ai Jade T Tremblay, mon groupe qui s'est créé, mon compte pour mon élève qui s'est créé. Donc, je vais la retrouver là quelque part dans ma liste un petit peu plus bas. Et je pourrais faire la même chose, elle est ici en bas, là, Jade Tremblay, voyez-vous, son nom et son prénom se sont ajoutés dans ma liste avec la modification. Donc, je pourrais comme ça personnaliser chacun de mes élèves si je le souhaitais ou laisser simplement le système gérer le tout. J'ai un élève qui quitte en cours d'année, je peux choisir de le retirer du groupe. De la même façon que si j'ai un élève qui s'ajoute, je pourrais aussi ajouter un élève dans mon groupe. En tant qu'enseignante, là, on a fait la procédure comme étant un enseignant qui a un seul produit chez CESC.
Par contre, souvent, on est en enseignement, on a plusieurs produits. Donc, si jamais vous aviez une autre collection, par exemple, si vous avez En route avec nous en français ou 20 000 mots sous les mers et que vous souhaitez ajouter un contenu dans le groupe qu'on a créé. Donc, pour pas que les élèves aient deux groupes, mais un seul avec tous les produits dans le même, je vous montre, c'est fort simple. Je viens ici dans l'onglet « Gérer les contenus associés ». Donc, qu'est-ce qui est associé à mon groupe? Je vais simplement cliquer ici. On voit que j'avais déjà mis donc les cahiers Zoom, les exercices interactifs dans mon groupe 302. Je m'assure, si jamais j'ai plusieurs groupes, d'avoir choisi le bon. Mais comme j'en ai juste un dans ce cas-ci, c'est simple, c'est bien mon bon groupe. Et tout ce que j'ai à faire, ajouter des contenus avec un code d'activation élève. Si j'avais reçu donc un autre courriel, disons pour ma collection avec un code élève, je vais pouvoir simplement pas refaire toute la procédure, mais juste entrer ici le code élève à ce moment-là. Donc, par exemple, si je viens tout simplement faire un ajout de code, je vais le faire pour vous. Donc, j'associe mon produit. Ici, c'est bien la collection En route que je souhaite ajouter. Je fais continuer. On me demande encore de confirmer avec mon nom d'utilisateur que c'est bien ce que je souhaite faire comme action. Donc oui, je veux bien ajouter mon En route. Et maintenant, dans leur compte, les élèves auront tous mes deux produits, donc Zoom et En route. Si jamais vous êtes enseignant et vous aviez une collection déjà chez nous, donc un abonnement numérique que vous aviez par le passé d'une durée de 5 ans, par exemple, et que vous n'avez pas de code élève à venir associer, mais c'est possible d'en faire la demande simplement en appelant au soutien technique ou encore mieux directement votre délégué pédagogique. On pourra voir un peu plus tard comment retrouver qui est votre délégué pédagogique si vous ne le connaissez pas ou ne la connaissez pas. Je vous montrerai comment. Et cette personne-là pourra vous fournir un code élève à venir ajouter en fonction du produit que vous avez déjà avec nous. Si jamais vous avez fait une erreur, vous avez fait des tests, vous avez créé des groupes avant d'avoir suivi la procédure, que vous vous êtes trompé, vous pouvez simplement supprimer votre groupe et à ce moment-là, votre code élève redevient disponible et vous pouvez vous créer un nouveau groupe et recommencer la procédure qu'on vient de voir ensemble. Si jamais, là, avant d'avoir vu le webinaire, vous vous étiez aventuré puis vous avez fait des tests et tout, ce sera possible pour vous là, de refaire cette procédure-là. Donc, voilà pour la nouvelle façon de gérer les groupes avec le courriel que vous avez reçu. Si jamais vous avez, par exemple, si vous êtes enseignant d'anglais ou si vous partagez la tâche avec un autre enseignant, donc que vous avez peut-être deux groupes de maths, bien, vous pouvez créer un autre groupe tout simplement en venant ici. Bien évidemment, pour ça, ça va prendre un autre code élève à ce moment-là. Donc, vous pouvez générer un autre groupe simplement en venant créer le nom du groupe et en cliquant ici sur « Créer ». Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça pour cette partie-là. Eliane, est-ce qu'on a des questions ou ça semble clair pour tout le monde, cette nouvelle façon de procéder? Pour le moment, tout va très bien. Il n'y a pas de questions. Bon, mais excellent. Là, je vais juste arrêter mon partage pour la suite des choses parce que je vais aller dans mon autre compte pour continuer à vous présenter différentes choses par rapport à la collection Zoom. Donc, je vais simplement me connecter dans mon autre compte. Ça ne sera pas bien long. En fait, j'aurais dû, voyez-vous, ce que je vais faire, je vais simplement y aller devant vous. On va faire déconnexion. Donc, petite information pour vous, là, en même temps, vu que je suis dans ce menu-là, quand je viens cliquer sur les trois petites barres qu'on appelle amicalement, nous, le menu hamburger, parce que ça nous fait penser un petit peu à un hamburger, vous pouvez donc accéder ici à votre bibliothèque, votre gestion de groupe, différents paramètres. Si jamais vous avez un petit problème, que vous avez besoin de signaler une erreur, vous pouvez le faire. Puis, bon, ici, pour se déconnecter. Donc, je vais ici directement entrer dans mon autre compte. Je vais prendre le temps de bien l'indiquer parce que sinon, si je vais trop vite, je vais me tromper. Voilà. Donc, j'arrive ici dans mon autre compte.
Je m'étais fait donc deux comptes séparés pour pouvoir vous montrer différentes choses. Ici, donc, j'ai déjà activé pour les besoins de la cause mon Zoom 4e année. C'est à partir de la 4e année que je vais faire le tour avec vous là, de la plateforme. Donc, comme on a vu tantôt, la nouvelle façon de faire de gestion de groupe. Pour le reste, c'est assez simple de fonctionnement. Donc, vous avez ici devant vous les différentes vignettes, donc cahier A, B, C, le carnet de savoir et de manipulation que les élèves ont entre les mains en version papier. Vous l'avez ici de façon intégrale en version numérique. Vous avez aussi vos notes pédagogiques. Donc, pour ceux et celles qui ont le gros cartable avec les guides boudinés, donc ce sont l'équivalent des boudinés que vous avez. Donc, notes pédagogiques A, B et C associées au cahier. Et par la suite, tous vos onglets, donc les planifications globales, les reproductibles vidéo. Vous allez remarquer ici, vous avez nouveautés TNI, activités supplémentaires. Donc, ça aussi, ça fait partie des nouveautés cette année. On a ajouté une banque d'activités TNI qu'on pourra regarder tout à l'heure, qui viennent complémenter l'offre numérique que l'on a. Et au niveau des exercices interactifs, on va regarder aussi tout à l'heure, mais on a ajouté un environnement visuel plus amusant, plus intéressant pour la collection. Donc, rapidement, si j'entre dans un cahier, je vais faire un survol là, des principales fonctionnalités numériques en même temps que je vous montre là, rapidement le fonctionnement. Peut-être que vous avez eu l'occasion déjà un petit peu là, de l'explorer dans votre cas. Certains peut-être que non également. Je vais juste fermer ma petite fenêtre ici. Donc, si je viens naviguer, là, je vais juste revenir en arrière parce que je veux vous amener aux doubles pages d'ouverture de mon cahier, donc qui sont ces pages-ci, juste ici. Donc, vous avez 3 cahiers, un cahier par étape là, au niveau de la planification et chacun des chapitres sont organisés de la même façon, c'est-à-dire que vous avez toujours en ouverture ce qu'on appelle le cherche-et-trouve, qui est la mise en bouche que j'appelle, où on peut amener l'élève à découvrir différents éléments dans l'environnement dans lequel on s'apprête à plonger dans le chapitre. Donc, cet environnement-là qui est visuellement très intéressant, surtout si vous avez l'occasion de le projeter en gros au TNI. Donc, peut être une belle occasion pour animer une activité de groupe là, avec les élèves et de chercher les différents éléments qui sont mentionnés ici. D'ailleurs, dans le guide pédagogique, vous allez, dans les notes didactiques, vous allez remarquer qu'il y a des pistes qui vous permettent d'exploiter puis de pousser un petit peu plus loin l'exploitation un peu sous forme de jeu de cette belle fresque-là qui est très intéressante, surtout quand on la présente en double page comme ici. Vous avez peut-être remarqué, là, pour vous montrer ou pour mettre l'emphase sur ce qui était ici, j'ai sélectionné le zoom. J'attire votre attention parce qu'on peut cliquer sur le zoom juste une fois comme ça, puis ça va grossir quand même, mais la façon la plus simple, c'est vraiment de faire la sélection. Donc, je viens appuyer sur mon outil. Voyez-vous, il devient en bleu foncé. Et après ça, avec ma souris ou mon crayon au TNI, je peux faire facilement la sélection de ce que je souhaite grossir. Et là, on va pouvoir venir explorer puis venir se promener plus en détail pour observer et pour faire le fameux chercher-trouve avec les élèves. Donc, on a vraiment la loupe qui est mise en phase là, sur ce qu'on veut cibler. Et quand on veut revenir à la grosseur précédente, donc en zoom négatif, j'ai juste à réappuyer sur ma loupe et je redeviens là en double page comme j'étais présentée ici. Donc ça, c'est mon premier menu directement dans ma barre d'outils. Cette barre d'outils-là, je peux également la déplacer. Donc, dans le cas où je voulais vraiment exploiter plus le haut de la page, je peux la déplacer. Je peux aussi la minimiser. Donc, si je veux vraiment la masquer au complet. Et j'ai également la possibilité de la mettre à la verticale. Donc, ici, mon ordinateur, moi, je travaille avec un petit ordinateur actuellement. Là, je ne suis pas sur un grand écran, donc je n'ai pas la possibilité de la mettre en verticale, mais dépendamment de votre écran, de la résolution, vous êtes capable de la mettre vraiment à la verticale. Donc, vous avez ces différentes options-là. Donc, si je poursuis, donc j'ai mon ouverture comme ça en double page et chaque chapitre va commencer par la suite avec une activité de découverte et de manipulation. Donc, qui va vous être présentée là, directement ici là, dans la page. Et vous allez voir à différents moments dans le matériel des petites mains comme ça qui vont être placées à différents endroits.
Lorsqu'on voit ces petites mains-là, c'est le symbole pour vous annoncer que dans les notes pédagogiques, on vous propose des pistes pour exploiter la manipulation. Donc, que ce soit avec du matériel que vous avez déjà en classe, matériel base 10 ou autre, ou même des suggestions complémentaires. On sait qu'en ce moment, dépendamment des écoles, là, avec la situation actuelle, on est peut-être un peu plus frileux à prêter le matériel puis que ça circule d'un élève à l'autre. Il y a certaines écoles, ça dérange moins, mais il y a certaines écoles où le matériel n'est pas prêté. Donc, on peut trouver des alternatives. Ça peut être des boutons qu'on demande d'amener de la maison ou si vous aviez déjà demandé des jetons dans le matériel des élèves ou autres, là, on peut donner différentes pistes, des dés ou autres. Mais nous, on vous suggère donc des pistes pour exploiter et amener l'élève à manipuler, et particulièrement dans les activités de découverte et manipulation, mais à différents endroits dans le matériel lorsque vous voyez ce petit pictogramme-là. Donc, on débute toujours avec une activité d'amorce. Eliane, est-ce qu'il y avait une question? Non, pas de question. Non, parfait, c'est bon. Excuse-moi, j'avais cru entendre un petit bruit dans mon micro. Donc, voilà, fait qu'on débute avec ça, suivi toujours d'un qui est un petit aide-mémoire, dire, regarde ici, là, je te montre la théorie vers quoi on s'en va. Donc, souviens-toi ici, valeur de position, modélisation, on explique à l'élève et par la suite, on se plonge dans le contenu de notre cahier. Et j'attire votre attention sur le fait que les exercices, si vous ne l'aviez pas remarqué, donc vous avez différents numéros de couleurs. Donc, en vert, le plus simple, vous allez avoir en jaune un niveau de complexité un petit peu plus grand. Donc, qui sont souvent plus vers la fin. Vous en avez un exemple ici. Et souvent, les derniers numéros vont être en rouge, donc d'un niveau de difficulté encore plus complexe. Donc, il y a toujours une progression pédagogique comme ça que vous allez retrouver au travers des différents exercices qu'on va vous proposer. En même temps que les petites mains, là, je reviens d'une page juste pour vous montrer, quand je vous parlais qu'à différents endroits, vous aviez les petites mains pour suggérer des pistes d'exploitation avec du matériel de manipulation. Vous allez les retrouver ici. Si je reviens avec ma barre d'outils ici en haut, juste simplement vous mentionner que bien évidemment, on a l'outil crayon. L'outil crayon, on se fait souvent poser la question, c'est quoi la différence entre mon crayon puis votre outil, mon crayon du TNI, puis votre outil à vous? En fait, c'est fort simple, c'est que si vous prenez votre outil crayon du TNI, que vous le mettez en mode pointeur et que vous utilisez celui de la barre d'outils qui est ici, vous allez, avoir plus de choix de couleurs, différentes grosseurs de traits, la possibilité d'écrire à main libre ou de faire des lignes droites, mais surtout, si je viens ici, je vais juste diminuer mon trait un petit peu, encercler dans ma page ou écrire, là je suis avec la souris, c'est sûr que ça va moins bien, mais juste pour vous donner l'exemple, barrer, c'est que si je bouge dans ma page, l'écriture que j'ai faite va rester à l'endroit où je le fais, de la même façon que si je change de page et que je reviens par la suite, ce qui n'est pas le cas du crayon du TNI, comme vous avez pu déjà le constater en travaillant avec, c'est plutôt comme le principe d'une acétate, alors qu'ici, ça reste directement dans la page. J'en ai plus besoin, le surligneur fonctionne de la même façon, j'en ai plus besoin, j'ai toujours la possibilité de venir effacer partiellement ou d'effacer l'ensemble de mes notes. Et comme je suis en double page, on va toujours me demander, est-ce que tu souhaites effacer les deux pages, la page de gauche ou la page de droite? Et donc, je n'ai qu'à sélectionner à ce moment-là si je ne veux pas garder mes annotations. Par contre, si je souhaite les garder pour référence future, par exemple, on termine une classe, on est vendredi, puis on sait qu'on veut reprendre lundi, puis on veut commencer en disant aux élèves, te souviens-tu, quand on s'est vu vendredi, on a terminé en parlant de ça, ça, ça. Si j'ai laissé mes annotations, mon écriture, ça peut être intéressant de reprendre là où on avait laissé. Même chose avec quelque chose qu'on amorce avant, puis qu'on reprend après la récré ou la pause du dîner ou autre. Si je continue dans mon petit menu ici, rapidement, vous avez le petit cœur. Le cœur permet de sélectionner des pages qui sont des pages favorites, donc des pages préférées, des pages auxquelles on va se référer régulièrement. Donc, par exemple, la théorie tout à l'heure aurait pu être un bon exemple. La page qui m'intéresse, j'ai simplement qu'à sélectionner le cœur. Dans ce cas-ci, comme je suis en deux pages, on me demande la page de droite ou la page de gauche. Disons que je sélectionne la page de gauche. Je vais pouvoir donc la mettre en mémoire. Et j'ai un onglet favori ici au bas dans lequel je vais pouvoir retrouver toutes mes sélections que j'aurais faites
où j'aurai identifié ma page avec un petit cœur. Donc, ça me permettra de retrouver le tout directement. Je ne veux plus, j'en ai plus besoin, mon contenu est passé, j'ai juste à désélectionner tout simplement. Si je continue dans la page ici, j'ai ici vue de groupe. En fait, ça me permet d'aller accéder au contenu de mon groupe. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment on pourrait le faire pour un cahier numérique à distance. La dernière fonctionnalité, la moindre de cette barre-là, je vous le mentionne tout de suite, c'est la possibilité d'ajouter, donc de personnaliser. Puis on aime ça en tant qu'enseignant souvent, hein, se mettre notre outil de travail à notre main. Donc, on peut venir ici le personnaliser de différentes façons. Je peux ajouter un texte. C'est vraiment une note qui ressemble beaucoup à un post-it. Donc, j'ai la possibilité d'identifier, d'annoter. J'ai la possibilité de choisir la couleur de ma petite note. Et j'ai la possibilité donc de la mettre en note privée. Je vous explique rapidement. Avec le fait que vos élèves ont joint le groupe et qu'ils ont accès au cahier numérique, vous avez l'option de partager, si vous souhaitez, avec votre groupe le contenu de votre cahier si vous le vouliez. Donc, d'où le but de mettre une note privée si on ne souhaite pas que cette note-là soit visible si je choisis en tant qu'enseignant de partager mon cahier avec mes élèves. Une fois que j'ai terminé ma petite note, je fais enregistrer. Encore une fois, comme je suis en double page, on me demande de quel côté. Et ma note, comme je vous disais, c'est comme un post-it. Elle vient se placer ici, puis après ça, je peux simplement la coller à l'endroit de mon choix si c'est un complément d'information à une question, si c'est un complément de théorie, si c'est une note pour moi qui dit numéro 11, vraiment super bon problème à refaire, ou numéro 12, un peu difficile, changer telle donnée. Donc, ça peut être des informations pour moi en tant qu'enseignante ou des choses que j'aimerais partager avec mes élèves. L'autre chose que je peux ajouter, ce sont des hyperliens. Vous trouvez des liens web intéressants, que ce soit des animations, des vidéos, des sites web. Vous pouvez simplement cliquer sur ça. Vous faites un copier-coller du lien que vous avez trouvé. On ajoute à ce moment-là le titre, donc vidéo, par exemple, de numération. On ajoute, on clique, on enregistre et le lien, comme le post-it, va venir se déposer directement dans la page. On a aussi l'option de faire un petit enregistrement vocal, donc une petite note audio si on voulait. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est l'ajout d'un document. Vous avez bâti des notes, vous avez fait un PowerPoint, peu importe ce que vous avez bâti comme document, vous pouvez simplement parcourir le contenu de votre ordinateur, aller le sélectionner et aussi à la manière un peu du post-it, il y a un petit lien qui va se mettre et vous allez donc avoir la possibilité de récupérer, mais indexer dans la page vos documents personnels. Donc, vraiment pour personnaliser là, votre matériel. Donc, ça, c'est pour la barre d'outils globale. En mathématiques, la particularité, c'est que vous avez aussi une barre d'outils mathématiques. Cette barre d'outils mathématiques-là, elle est un peu cachée. Elle est située ici en haut dans le rectangle bleu, donc dans les nuages. C'est ce petit icône que vous voyez. Donc, si j'appuie ici sur la barre d'outils mathématiques, donc ça m'ouvre un espace de travail, donc un tableau blanc sur lequel je pourrais simplement venir écrire, annoter et tout si je voulais. Donc, vraiment comme un tableau blanc. Donc, je peux, avec mes crayons, venir donner des informations, simplement écrire. Donc, c'est l'espace de travail. Mais vous avez sûrement remarqué au bas, ça m'a ouvert différents outils qui sont encore là plus intéressants. Donc, vous avez les blocs base 10, donc qui donnent dans ce cas-ci directement en lien avec l'unité qu'on était en train de voir là, dans Zoom. Donc, je pourrais venir mettre mes différents blocs selon ce que je veux travailler comme représentation avec mes élèves. Donc, je peux faire de la modélisation, je peux faire une activité en grand groupe, je peux faire participer les élèves si je veux, j'ai accès à ça. Vous avez accès aussi à différentes grilles qui vont être présentées. Donc, je vais juste vous enlever là, mes petits barbeaux ici en haut. Donc, vous avez cette option-là ici. Donc, je vais effacer tout. Voilà. Donc, comme je vous mentionnais, vous avez différentes grilles ici avec l'option de personnaliser là, ce qu'on veut faire. Si on veut ajouter une forme, si on veut colorer certaines cases pour identifier une donnée en particulier. Donc, je vais pouvoir avoir accès à cet outil-là. J'ai aussi des dés. J'ai des droites numériques, une droite numérique en fait. Donc, je vais juste baisser ça ici. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai ma droite numérique ici.
Et je peux encore, avec la petite roue de réglage, venir la paramétrer. Donc, est-ce que je souhaite avoir uniquement les nombres entiers? Est-ce que je veux avoir les nombres décimaux des dixièmes, des centièmes, des millièmes? Est-ce que je veux une représentation en fractions, en pourcentage? Donc, je peux faire différents choix. Je peux décider d'ajouter des bons. Donc, ici, voyez-vous, donc j'ai un bon de 2 qui me donne 2. Je pourrais décider de masquer tout simplement en cliquant sur le petit cercle les chiffres. Donc, plusieurs possibilités aussi dans les outils. Je ne passerai pas au travers de chacun d'entre eux avec vous. L'objectif est que vous sachiez que ça existe, que vous avez cette barre d'outils mathématiques-là que vous pouvez exploiter avec les élèves. Au niveau de la manipulation, ça peut être intéressant pour vous pour faire une modélisation, pour expliquer. Je vais simplement vous montrer que vous avez juste vous dire que vous avez les solides, vous avez l'argent, vous avez le plan cartésien. Puis les solides, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les développements qui sont aussi là accessibles. Vous avez des blocs base 10, vous avez les fractions également. Donc, il y a vraiment une belle quantité de ressources qui sont ici, là, qui peuvent être exploitées. Ça demande juste d'aller fouiller, mais n'hésitez pas, il n'y a rien qui peut exploser. On clique, on se trompe, on reprend. Il n'y a aucun danger, mais il faut aller cliquer, il faut aller voir. Mais tout ça est intégré directement pour vous à partir de ce petit pictogramme-là. Et l'autre chose qui est intéressante à savoir, c'est que vous pouvez conserver vos tableaux. Comme là, je vous ai fait un beau petit amalgame là, de tout ce qu'on avait sur ma feuille, mais disons que c'était tout bien organisé, propre et que j'avais préparé ma leçon. J'aurais pu venir ici afficher mes tableaux. Puis voyez-vous, la date à laquelle j'ai créé mon tableau, elle est là, elle est organisée. Donc, j'ai la possibilité de le sauvegarder. Et je peux par la suite, ici, en cliquant sur le plus, m'en ajouter un nouveau tableau. Donc, un espace qui serait vierge que je pourrais venir travailler tout simplement et ainsi de suite. Je peux m'en ajouter plusieurs. Donc, je peux venir aussi modifier mon titre. Donc, si par exemple, j'avais fait quelque chose sur les fractions, je pourrais simplement venir l'ajouter. Donc, je peux comme ça m'ouvrir plusieurs espaces de travail puis conserver ces notes-là au fur et à mesure pour ne pas être obligé à chaque fois de refaire ou de reprendre mes exemples. Donc, c'est une possibilité que vous avez. On souhaite revenir au cahier, ce n'est pas plus compliqué. Je clique simplement sur le petit pictogramme à nouveau et je retrouve mon espace où j'étais avant de quitter. Donc, tout simplement ici. Donc, j'ai fait pas mal le tour du menu du haut, des choses ici en haut. Je peux aussi me mettre en mode de plein écran, donc en cliquant ici pour maximiser l'espace de travail, surtout quand on est au TNI. Donc, je peux simplement cliquer sur ça ici pour avoir un maximum d'écran. Puis, juste vous dire, là, depuis tantôt, j'étais en mode double page, mais vous avez, même si je n'avais pas mentionné, la possibilité de changer votre mode d'affichage, donc vous mettre en pleine page. Qui est à ce moment-là beaucoup plus gros, où vous pouvez vous mettre aussi en pleine page, donc une seule page qui est visualisée de cette façon-là. Donc, pour les besoins de la présentation, là, je vais me remettre en double page ici. Donc, ça, c'était pour mon menu du haut. Donc, j'espère que ça va toujours bien. Eliane, n'hésite pas si jamais il y a des questions. Je m'en viens ici au bas maintenant dans mon petit gazon, faire un tour d'horizon rapide avec vous. Bon, évidemment, table des matières, c'est une table des matières qui vous permet d'aller sélectionner la page de votre choix. Je n'irai pas cliquer, c'est assez simple comme fonctionnement. Favoris, on en a parlé tout à l'heure. Corriger rapidement pour ceux qui ne l'avaient pas utilisé préalablement. J'ai la possibilité, lorsque je clique, évidemment, d'emblée, mon corrigé, il est masqué, mais je peux sélectionner donc une réponse à la fois. Donc, ça va être en cliquant dans les espaces réponses que mes réponses vont venir s'afficher. Donc, ça, c'était l'option une réponse à la fois. Mais je peux également sélectionner toutes les réponses et comme vous pouvez voir, l'ensemble des réponses dans la zone qui est affichée à l'écran s'affiche à ce moment-là. Donc, si je veux faire une correction en grand groupe, c'est possible de le faire de cette façon-là. Pour chaque page dans laquelle je vais travailler, mon onglet suivant, ce sont les fiches reproductibles. Donc, on a vu tout à l'heure, quand on a fait un petit tour d'horizon, qu'on avait plusieurs ressources. Donc, dans les fiches reproductibles, on a à différents endroits accès, mais particulièrement, comme là, j'arrive au début de mon unité 1.2 et on m'indique que pour mon unité 1.2, entre parenthèses, ici, j'ai le chiffre 29, que j'ai 29 ressources mises à ma disposition, donc en ressources complémentaires. Je vais cliquer ici. J'ai donc accès à l'ensemble des différentes fiches. On va aller voir tantôt tout ce qui est disponible, mais
On peut le voir rapidement ici que j'ai des fiches devoirs, donc toujours offertes en fichier PDF ou en fichier Word. J'ai la possibilité donc de les télécharger et pour les faire imprimer au besoin. J'ai également des fiches de consolidation et je vais avoir des fiches de mise au point et des problèmes supplémentaires. Et à certains moments aussi, je ne l'avais pas assez, j'ai de l'enrichissement. Donc, j'ai la possibilité de sélectionner là, ce que j'ai besoin, soit en PDF ou en Word. Et à tout moment, là, en cliquant sur Reproductible, je peux accéder à l'ensemble de mes fiches si je souhaite. Pour ce faire, je peux aller cliquer ici sur le petit triangle en haut et aller directement dans le dossier reproductible où là, j'aurai l'ensemble de mes fiches qui sont accessibles. Je vais d'ailleurs le faire pour vous montrer un élément en particulier. C'est une nouveauté cette année. Au niveau des fiches reproductibles, vous avez la possibilité de les partager avec vos élèves. Donc, que ce soit pour du travail à la maison, que ce soit pour les devoirs, des fois des parents qui nous demandent du matériel complémentaire. Peut-être que vous avez des élèves actuellement qui sont à la maison, que ce soit pour des situations de santé ou dues à la pandémie. Et je n'ose jamais le dire, je me croise les doigts, mais si jamais il y avait un reconfinement, ça pourrait être également utile. On ne veut pas le dire trop fort. Donc, de partager les fiches reproductibles. Je vous montre, c'est vraiment très, très simple. Disons, comme je suis dans mon cahier A depuis tout à l'heure, je vais me diriger dans mon cahier A. Par exemple, je souhaite partager de la consolidation avec mes élèves dans leur compte élève. Je vais simplement donc sélectionner mon dossier consolidation. Et j'ai l'option, si vous remarquez ici en haut à gauche, choisissez le groupe avec lequel vous voulez partager les documents. On se rappelle que j'avais créé tantôt un groupe 302 dans mon autre compte, mais j'avais fait le même exercice pour celui-ci. Donc, étant donné que je suis en 4e année, j'aurais pu le nommer 402, là, mais j'avais repris exactement le même nom. Donc, groupe 302, disons que je veux partager avec ce groupe-là. Donc, je sélectionne. Et j'ai des petits cercles qui s'affichent ici qui vont me permettre de venir cocher les fiches que j'aimerais rendre accessibles à mes élèves. Donc, elles viennent en grisé. Donc, j'ai sélectionné ici 4 fiches qui seront envoyées dans le compte de mes élèves de mon groupe 302. Et c'est fort simple. L'élève, lui, quand il va se connecter dans son compte, il va voir une petite chemise comme celle-ci. Ce sera indiqué reproductible partagé. Donc, il pourra cliquer et il verra uniquement les 4 fiches que vous avez sélectionnées. Donc, que ce soit le Word ou le PDF, ça fonctionne. On veut enlever le partage. Je n'ai qu'à désélectionner tout simplement si pour X raison l'exercice est terminé, je veux enlever l'accès ou autre. Et si je voulais changer de groupe, si j'en avais plus qu'un, je pourrais simplement faire quitter le groupe et choisir un autre groupe pour faire un partage avec un groupe différent. Donc, l'ensemble des documents qui sont accessibles dans mon cahier A sont là et disponibles pour partager. Donc, ça, c'est une nouveauté cette année qui va permettre donc d'accéder aux fiches facilement. Donc, pas d'envoi de courriel, pas besoin de numériser la fiche pour la transmettre à l'élève. Elle peut être transmise directement via la plateforme. Par contre, si on veut que l'élève écrive directement dans la fiche, il faut à ce moment-là soit avoir un petit outil. Il y a certaines applications gratuites là, qui permettent d'éditer les fiches PDF pour qu'elles soient cliquables pour qu'on puisse écrire dessus. Nous, ce sont vraiment des PDF sécurisés. Ou sinon, vous pouvez toujours prendre la version Word. Par contre, j'aime mieux vous avertir la version Word. On sait que parfois, quand on écrit, là, le texte peut décaler, ça peut défaire la mise en page. Donc, je vous conseillerais peut-être à ce moment-là d'y aller vers la petite application, les petites applications gratuites là, qui permettent d'écrire directement sur un document PDF si c'est l'option que vous reteniez pour ça. Donc, ça, c'est une des nouveautés que l'on a cette année en lien avec le partage des documents. Et ça peut aussi se faire pour les vidéos. Je vais revenir dans mes différentes petites vignettes. Tout à l'heure, donc, on a fait un petit tour. Je vous ai dit qu'on avait aussi des vignettes vidéo. Sachez que à différents moments dans les notes pédagogiques, on vous mentionne à quelle vidéo utiliser selon le contexte ou selon la matière qui est visée. Bien, vous aurez de la même façon la possibilité de choisir le groupe avec lequel vous aimeriez partager les vidéos et vous aurez l'option, donc comme tout à l'heure avec les fiches reproductibles, de venir sélectionner
la vidéo que vous aimeriez que vos élèves aient dans leur compte pour pouvoir le visualiser à la maison avec papa, maman ou autre pour compléter les devoirs, les leçons, l'étude ou peu importe le besoin pédagogique que vous y voyez. Donc, c'est possible de faire ce partage-là également. Je vous ai mentionné aussi comme nouveauté cette année des nouvelles activités TNI qui s'étaient ajoutées à notre plateforme. Donc, je vous montre rapidement une activité juste pour que vous puissiez voir à quoi le tout ressemble. Donc, c'est vraiment fait pour être exploité directement sur le TNI. Donc, vous avez la consigne ici, représente chaque nombre en cliquant sur le bon nombre d'anneaux sur la BAC, écrit ensuite la valeur du chiffre. Ma consigne, elle est mise de l'avant. Vous pouvez la masquer simplement par la suite en cliquant sur « Masquer la consigne ». Puis ensuite, on peut venir demander soit à l'élève de compléter l'activité, ça peut être vous qui l'a faite à l'avant selon la façon dont vous souhaitez l'animer, et le corriger. Donc, pour pouvoir se corriger, c'est un petit onglet à tirer, tout simplement, que vous pouvez tirer comme ça. Puis, lorsqu'on a terminé, on peut simplement le supprimer ou venir le reglisser là, en place à ce moment-là directement. Donc, vous avez comme ça une banque d'activités TNI supplémentaires qui ont été ajoutées pour bonifier notre collection. On avait déjà des activités plutôt numériques de style modélisation, mais celles-ci sont un peu plus habituel, entre guillemets, là, du genre vraiment d'activité qu'on pourrait bâtir au TNI. Donc, vous en avez pour actuellement là, 3 chapitres, mais il y en a d'autres qui vont être déposés pour l'ensemble des chapitres au cours d'année. On est en train de les ajouter là, actuellement. Donc, ça, c'est pour les nouveautés à ce moment-ci. Je vais retourner dans ma bibliothèque générale. Ce ne sera pas bien long. Donc, par ici. Donc, je voulais attirer votre attention sur les notes pédagogiques. Donc, je fais un petit survol rapide sur ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ça rapidement. C'est juste pour vous cibler quelques petites pistes qui peuvent être intéressantes, surtout au niveau de la manipulation, puis au niveau de la planification aussi. Donc, tout à l'heure, comme je vous mentionnais, on a vu le code de couleur vert, jaune, rouge selon le niveau de difficulté. Mais je vous ai aussi mentionné qu'il y avait différentes pistes au niveau de la manipulation qui vous étaient... Oups, j'ai grossi un petit peu trop. Au niveau de la manipulation qui vous était proposée. Donc, je voulais juste vous montrer, par exemple, ici, on dit pour la question 6, j'ai la petite main. Donc, on va vous proposer d'utiliser tel type de matériel de manipulation ou tel autre type selon le cas. Donc, vous allez avoir au travers des pages comme ça le corrigé donc, de vos documents, qui est accessible en cliquant là, sur Notes pédagogiques ou directement là, dans le cahier et tout autour différentes pistes. C'est sûr que quand on est expérimenté comme enseignant, des fois on se dit « Ah, j'en ai pas vraiment besoin, je suis capable de faire les problèmes tout seul. » Oui, effectivement, je vous dirais que la richesse de ça se trouve beaucoup dans les questions, dans les suggestions complémentaires, dans les petites pistes de différenciation ou d'enrichissement que vous avez trouvées. Des fois, ça nous donne des idées pour pousser plus loin, pour amener nos élèves à un autre niveau. Donc, vous allez avoir ce genre de petites ressources-là qui est bien intéressante que vous allez retrouver là, directement au fil des pages. Donc, je fais juste voyager là, rapidement dans quelques pages pour vous montrer comment c'est organisé. Je vais surtout vous montrer un début d'unité. Comme ici, j'arrive donc à la fin de mon unité 1.1, donc j'arrive dans ma planification de mon unité 1.2, donc de ma semaine 2, parce qu'on se rappelle que chaque unité est l'équivalent d'une semaine environ de planification. Et vous allez retrouver toujours à l'intérieur donc un aperçu de ce que vous pourriez faire en termes d'exploitation numérique. Donc, c'est là où on va vous dire, je vais juste zoomer pour vous montrer rapidement ici, par exemple. Pour les petites notes, par exemple, on dit, bien, vous pourriez faire en modélisation une activité TNI. Vous avez le vidéo Tout est maths que vous pourriez exploiter qui serait intéressante.
Puis en plus, vous avez une enseignante avec une petite vidéo explicative qui parle de droite numérique et d'arrondir un nombre. Ensuite de ça, bien, quand vous serez dans la partie exercice, vous avez le volet exercice interactif qui vous est proposé. Donc, c'est là où on retrouve toutes les suggestions d'exploitation numérique proposées. D'ailleurs, parlant d'exercice interactif, c'est là où je vais vous amener. Donc, je voulais juste vous montrer un petit aperçu des notes didactiques et de genre de ressources que vous pouviez là, retrouver avant de vous amener donc dans les exercices interactifs. Donc, une fois que je sais que j'ai la possibilité de faire mes exercices interactifs, je vous montre. Donc, je viens ici sur ma dernière petite vignette qu'on n'avait pas couvert jusqu'à maintenant, qui sont mes exercices interactifs. Donc, ici, mes exercices interactifs, ce sont des petites questions qui sont évidemment faites pour que l'élève puisse répondre facilement, soit par des vrais ou faux, soit par des cases à compléter, des cases à cocher. Donc, vous avez une variété. L'élève peut simplement décider de les faire dans l'ordre ou dans le désordre. Si jamais il est bloqué à une question, il peut passer à la question suivante. On peut, là, je vais vraiment écrire n'importe quoi, là, juste pour vous montrer. Je ne sais pas si on va entendre le son, mais juste vous dire qu'on a retravaillé tout le fond pour qu'elle soit visuellement plus attrayante cette année, puis également pour que l'élève ait un petit élément sonore quand il réussit ou non la réponse. Donc, on a un petit élément sonore, donc je peux décider de le refaire en me disant ici oui ou non, je n'ai pas eu la bonne réponse. Donc, j'ai un petit élément sonore qui permet à l'élève d'avoir une rétroaction aussi. Donc, ça, c'est du côté de l'élève. Mais pour vous, donc de la même façon, je peux choisir mon groupe. Donc, dans ce cas-ci, je retourne dans mon fameux groupe 302 pour pouvoir venir appliquer des réglages. Parce que vos élèves, donc puisqu'ils y ont accès via leur compte élève, vont pouvoir faire ces exercices interactifs-là. Et vous, de votre côté, vous allez pouvoir voir les résultats. Pour pouvoir voir les résultats, c'est bien simple. C'est le panneau qu'on a ici devant nous. Mais en plus, vous allez pouvoir appliquer des réglages. Donc, ici, vous avez l'ensemble des réglages qui sont appliqués à la série d'exercices qui est celle du chapitre 1 qui est ici. Donc, je vois que mes exercices, j'ai un petit cadenas vert qui est ouvert, donc que mes exercices sont déverrouillés, que je suis en mode formatif, que ma théorie, s'il y en a, est accessible et que le corrigé va apparaître pour les élèves une fois qu'ils auront complété l'exercice. J'ai une façon simple d'appliquer mes réglages, c'est directement dans le menu ici. Donc, je peux décider en cliquant de venir verrouiller. Je pourrais décider de changer le mode qui était en formatif pour le mettre en sommatif. Vous remarquez qu'à ce moment-là, la théorie et le corrigé ne s'appliquent plus. Donc, on ne veut pas que les élèves y aient accès puisque je le fais plutôt sous forme de mini-test. Et je peux décider, ce petit pictogramme-là, c'est de mettre les questions en mode aléatoire. Donc, par exemple, si j'ai deux élèves qui font les questions en même temps. Un élève aurait les questions dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 et l'autre pourrait avoir 4, 5, 3, 2, 1. Donc, mélanger, c'est ce que ça veut dire, c'est que je mélange l'ordre des questions pour ne pas nécessairement avoir les mêmes. Donc, ça, c'est une façon simple de changer les paramètres des exercices interactifs pour les rendre accessibles ou non à l'élève avec le cadenas ou en mode sommatif ou formatif. J'ai par contre la possibilité de venir dans des réglages un peu plus poussés en cliquant sur la petite roue ici que vous avez. Ça vous ouvre donc le menu complet des réglages. Actuellement, donc, tous mes exercices interactifs étaient déverrouillés. Je peux décider, surtout en début d'année, si je ne veux pas que mes élèves aient complété rapidement avec papa, maman, sans que je le sache, l'ensemble des exercices, je peux décider de sélectionner l'ensemble de ce qui est disponible et de le verrouiller. Ce qui est important, c'est de toujours sélectionner « Appliquer » pour être certain que le réglage s'applique. Donc, je vais appliquer et on me confirme les réglages ont bien été appliqués. À ce moment-là, je sais que les élèves de mon groupe ne pourront pas aller faire les exercices interactifs en ce moment puisqu'ils sont verrouillés. Maintenant, disons que ma semaine 1, ma semaine 2, elle est passée et j'aimerais ça que mes élèves puissent faire les exercices de l'unité 1.1 par exemple. Donc, je peux venir sélectionner manuellement ce que j'aimerais donc déverrouiller. Donc, je peux dire ici, ceux-là que je viens de sélectionner, j'aimerais qu'on puisse les déverrouiller. Donc, je vais pouvoir appliquer et seuls ces exercices-là ici sont maintenant accessibles pour mes élèves. Donc, si j'ai donné ça en études ou en petit devoir à la maison, ce sera possible.
J'ai également l'option de faire un déverrouillage automatique, c'est-à-dire de donner une date de début et de fin. Donc, de dire, vos exercices interactifs sont verrouillés. Par contre, de lundi, disons mardi, le 9 septembre, si c'est bien ça, si je ne me trompe pas dans mon calendrier, jusqu'à vendredi suivant, les exercices seront déverrouillés. Donc, je pourrais le programmer dans mon calendrier ici. Tout à l'heure, on a vu aussi mode sommatif, mode formatif. Ici, j'ai un petit peu plus d'options. Donc, actuellement, j'étais en mode sommatif qui était le dernier paramétrage que j'avais fait. Mais par exemple, si je sélectionne formatif, on me donne la possibilité d'avoir jusqu'à 10 essais. 10 essais, c'est quand même beaucoup, surtout que la question revient en étant la même. Donc, je vais diminuer. Je pourrais dire, j'aimerais que mon élève ait 2 chances. Donc, je vais laisser 2 essais. Et j'aimerais que le corrigé soit affiché effectivement aussi après 2 essais. Donc, l'élève va s'essayer une fois. S'il l'a, tant mieux. S'il s'essaie une deuxième fois, après ça, s'affichera le corrigé. J'aimerais que la théorie soit disponible. J'ai l'option de cliquer ou pas. Même chose pour l'ordre aléatoire. L'important à nouveau, c'est de toujours cliquer sur « Appliquer » afin que les réglages se fassent. En mode sommatif, comme on a vu tout à l'heure, par défaut, l'élève n'aura qu'un seul essai. Donc, si on veut plutôt s'en servir comme un petit test du vendredi, un petit mini-quiz. Et l'affichage du corrigé, bien évidemment, ne se fera pas, de même que la théorie ne s'affichera pas. L'ordre aléatoire des questions, ça peut très bien se faire en mode sommatif. C'est à vous de décider si vous souhaitez ou pas que ce réglage s'applique. Donc, voilà, mes réglages sont appliqués. Maintenant, comment je peux faire pour consulter les résultats de mes élèves? Donc, je suis dans mes exercices interactifs, je suis dans mon groupe 302 et j'aimerais ça savoir, mes élèves, comment ça va? Est-ce qu'ils progressent bien jusqu'à maintenant? Est-ce qu'ils les ont faites, les questions? Où sont les erreurs? J'ai l'option de voir donc ici les résultats. Donc, je viens cliquer sur ce petit pictogramme-là, donc qui me donnera ici l'ensemble des exercices interactifs. Donc, je vais cliquer sur mon petit pictogramme résultat. Et là, je vais voir ma liste d'élèves. C'est sûr qu'actuellement, vous pouvez voir que je n'avais pas d'élèves dans mon groupe qui était allé faire d'exercice, sauf un, l'élève numéro 10 ici. On voit qu'à la question numéro 1, il s'est essayé une fois et comme le 1 est en rouge, ça m'indique qu'il n'a pas eu la bonne réponse. À la question 2, il s'est essayé une fois, il est en vert, il a eu la bonne réponse. Et à la question 3, il s'est essayé une fois, c'est en rouge, donc il n'a pas eu la bonne réponse pour un résultat actuellement de 10 % sur l'ensemble des questions. Donc, vous allez avoir, au fur et à mesure que vos élèves vont aller faire les exercices, vous verriez les résultats de chacun. Et bien évidemment, si vous avez entré les noms et prénoms des élèves, là, vous allez les voir aussi apparaître de cette façon-là. C'est juste qu'on ne l'avait pas programmé là, ici déjà à l'avance. On n'avait pas entré de nom d'élèves. Mais vous verriez là, les noms et prénoms de vos élèves là, si vous éditez votre groupe d'élèves. Donc, ce sera possible pour vous. Et c'est possible aussi de réinitialiser les résultats. Par exemple, vous arrivez à la fin de l'étape, vous aimeriez ça que les élèves se servent des exercices interactifs pour faire une révision du contenu que vous avez vu. Donc, c'est possible de cliquer sur réinitialiser. Ça réinitialisera l'ensemble, mais ce sera possible donc pour les élèves de le refaire à nouveau. De même que ça pourrait être intéressant pour vous de faire la même chose à la fin de l'année, par exemple, si on veut s'en servir pour faire une révision de l'année. Donc, c'est possible de cliquer sur réinitialiser pour l'ensemble du groupe et on repartira à zéro à ce moment-là et on pourra revenir et refaire les exercices interactifs. Donc, c'est une possibilité de les utiliser de cette façon-là. Autre chose, vous avez aussi cette année dans Zoom des ajouts. Il y a quelques fiches reproductibles qui ont été ajoutées. Puis, vous avez des évaluations aussi qui ont été ajoutées. Et vous en avez une qui n'est pas encore là, je crois, mais qui sera ajoutée là, sous peu de fin d'année. Donc, il y a eu quelques ajouts aussi au niveau des fiches reproductibles qui peuvent être fort intéressantes, là, surtout au niveau de l'évaluation. Eliane, est-ce que ça va toujours? Parce que je donne beaucoup d'informations. J'espère que les gens suivent bien. Oui, j'avais des petites questions là, sur le clavardage, mais j'y réponds au fur et à mesure. Bon, excellent. Je vais vous montrer le dernier volet de notre présentation d'aujourd'hui.
qui s'appelle la classe virtuelle. Donc, c'est une autre nouveauté cette année. Je vous dirais que c'est né de tout ce qu'on a vécu au printemps dernier. Des commentaires qu'on a eu des enseignants qui ont eu à exploiter, bien, comme on le fait aujourd'hui, l'outil Teams, différentes autres plateformes de rencontres, de visioconférences. Puis, il y a beaucoup d'enseignants qui nous disaient que ce n'est pas toujours facile avec les élèves, on a de la difficulté, des fois les micros s'ouvrent, se ferment, ça parle par-dessus nous, on a des élèves qui ont de la difficulté à garder le calme. Donc, on a réfléchi, on a parlé avec des enseignants et on a décidé de développer à l'intérieur même de notre plateforme une classe virtuelle. Donc, pas qu'on souhaite qu'on ait à l'utiliser, loin de là, mais si vous avez à le faire, si vous avez des élèves à la maison, vous pouvez utiliser dans votre petit menu ici l'onglet classe virtuelle. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est qu'on a créé donc une plateforme de visioconférence dans ma zone CEC pour pas que vous ayez à quitter cet environnement-ci. Vous pouvez donc tout faire à l'intérieur de la plateforme. Donc, vous pouvez créer un événement. Je vais vous montrer. Fort simple. Donc, disons comme aujourd'hui, on aurait aimé se rencontrer pour faire avec nos élèves à distance une classe virtuelle sur les fractions, disons. Je peux simplement venir prévoir mon cours, donc fraction, par exemple. Je peux mettre une petite description si je voulais aller à l'élève, disons, avoir ton cahier en main. Parfait. Donc, à quelle heure se tiendra ma rencontre? Donc, par exemple, là, je vais la planifier pour 17 heures, heure un peu illogique dans ce cas-ci puisqu'on sera en fin de journée, mais pour les besoins de la cause. Pendant quelle durée je peux choisir? Est-ce que je veux que ma rencontre soit d'1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures? Elle peut se terminer avant, bien évidemment, mais c'est les heures qui sont préprogrammées, disons pour les besoins de la cause d'1 heure. Et je sélectionne mon groupe. Donc, cette invitation-là va se faire pour mon groupe 302. Et voilà, je crée un événement. J'en avais déjà créé un, moi, ici. Je n'irai pas vous montrer tous les détails, mais donc, l'élève pourrait simplement, dans son compte, verrait en haut un petit bandeau qui lui indique qu'il a une rencontre virtuelle de prévu. Il verrait le même menu à toute fin pratique, donc la classe de Mme Nathalie, par exemple, numération, et il aurait simplement qu'à cliquer sur « Rejoindre ». Qu'est-ce qu'on voit? C'est fort simple, c'est vous. Donc, dans une conférence vidéo, c'est l'élève qui vous voit, qui peut vous contacter avec micro ouvert ou par clavardage, avec l'option de main levée. Par contre, l'élève, vous ne le voyez pas. Donc, c'est vraiment l'élève qui vous voit. Il peut communiquer avec vous avec le micro, avec le clavardage, avec la main levée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'élève voit votre cahier. Donc, au lieu d'être obligé de faire un partage d'écran, l'élève vous voit, vous, dans la plateforme Mazone, vous voit votre cahier, puis vous pouvez faire directement tout votre enseignement de cette façon-là. Vous pouvez partager également différentes fenêtres, bien évidemment. Et un des gros avantages, c'est que vous avez la pleine gestion des micros. Donc, vous avez la possibilité de mettre en sourdine l'ensemble de votre classe. Et tant que vous ne redonnez pas le droit de parole à un élève, il ne peut pas réactiver son micro. Donc, ce qui évite toute la grande cacophonie dont on a entendu parler au printemps dernier. Vous avez vraiment le plein contrôle. Et l'autre chose, c'est une invitation qui est faite dans un environnement sécurisé. C'est fait à l'intérieur de ma zone, à l'intérieur de votre groupe. Donc, il n'y a pas d'autres élèves qui peuvent se joindre. On ne peut pas partager l'invitation. C'est vraiment vous qui contrôlez l'environnement dans lequel l'invitation ou la plateforme Mazone virtuelle, la visioconférence, va se faire. On peut évidemment changer avec le petit bouton « Éditer » si on veut modifier la durée, le titre, la classe. Et si je fais cliquer « Rejoindre », juste pour vous montrer là, rapidement.
Je ne sais pas s'il va me permettre de le faire, étant donné que je n'ai pas ouvert un compte élève, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il va me permettre de le faire, mais ce n'est pas bien grave. Je vais juste arrêter le partage. De toute façon, j'avais terminé pour ce petit bout-là. Là, je n'avais pas ouvert de compte élève. Je ne voulais pas prendre plus de temps pour ça. Sachez par contre qu'on fera une capsule spécifiquement, vidéo spécifiquement dédiée à la visioconférence. Donc, si jamais vous aviez à l'utiliser dans le futur ou d'une façon plus particulière, on pourra vous montrer toutes les étapes à suivre, mais on savait que dans le temps qu'on avait aujourd'hui, on ne pourrait pas couvrir tout en détail parce qu'évidemment, ça fait beaucoup d'informations. Puis j'imagine que vous avez aussi en ce moment beaucoup d'informations en tête avec les différents outils là, que je vous ai présentés. Donc, sachez qu'il y aura une capsule vidéo là, qui sera disponible si jamais au niveau de la visioconférence, vous voulez en savoir plus. On pourra vous donner plus de détails à ce lien-ci. Donc, on arrive au moment où c'est possible de poser vos questions. S'il n'y en a pas au clavardage, s'il n'y en a pas à partager, on pourra ouvrir les micros. Je vais juste vous mentionner une petite chose d'abord. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre équipe de délégués pédagogiques. Je vous disais que si vous aviez des questions, vous pourriez donc rejoindre notre équipe de délégués pédagogiques. Je vais vous montrer comment les joindre facilement. Donc, je vais juste retourner sur ma plateforme. Nathalie, oui? Une petite question pour la classe virtuelle. Donc, l'enseignante se demandait comment, dans le fond, comment les élèves ils peuvent se rendre sur la classe virtuelle, puis comment a-t-il accès? Oui, c'est ça. Elle se demande en fait comment on se rend. Si tu peux juste remontrer le chemin. Oui, en fait, je vais l'expliquer oralement. Là, je peux arrêter mon partage, je vais l'expliquer parce que c'est fort simple, c'est pas très, très compliqué. L'élève, donc, se connecte dans son compte, donc avec son nom d'utilisateur et mot de passe. Et pour savoir donc qu'il a une invitation, il va voir dans le haut de sa page un petit bandeau qui dit rencontre virtuelle. Ou sinon, dans son petit menu hamburger, comme nous, on avait classe virtuelle, il aura le même panneau qu'on avait, classe virtuelle de Madame une telle débute à telle heure. Donc, ça, c'est ce qu'il a actuellement au moment où on se parle. Par contre, une nouvelle mise à jour va avoir lieu sous peu où l'invitation sera également possible d'être envoyée par courriel à l'élève. Parce qu'au moment où on se parle, c'est les deux options, les deux façons pour que l'élève voit l'invitation. C'est vraiment dans sa zone avec le petit bandeau qui lui indique qu'il a reçu une invitation pour la rencontre virtuelle ou via le menu où on indique là, les rencontres. C'est les deux façons, mais va s'ajouter dans la mise à jour un envoi de courriel pour inviter, en fait, informer l'élève qu'il a besoin de se connecter dans sa zone à telle heure pour la classe virtuelle de monsieur ou de madame un tel. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Parfait. Merci. Vous me ferez signe, madame, si jamais ça ne répond pas à la question. Excellent. Donc, je vais juste partager rapidement, comme je disais, la page pour les délégués pédagogiques. Donc, je suis sur notre site éditioncec.com. Je suis allée donc dans l'onglet délégués pédagogiques. Et en fait, chez CEC, de la façon que ça fonctionne, pour chaque territoire commission scolaire, vous avez un délégué pédagogique qui est attitré à votre territoire. Donc, si vous avez des questions en lien avec votre matériel, en lien avec le fonctionnement de la plateforme, vous vous questionnez, ou si suite à la présentation aujourd'hui, vous avez besoin de précision, ou si des collègues à vous avaient des questions, pour connaître votre délégué, c'est fort simple. Vous cliquez selon le territoire où vous êtes. Donc, disons que vous êtes dans la région de Québec. Vous allez, donc c'est Mme Nathalie Mercier, puis vous pouvez voir s'il y avait eu 2 représentants pour la région de Québec, on aurait pu choisir la commission scolaire directement. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. On choisit donc notre secteur, la commission scolaire. Donc, si on est établissement commission scolaire, et c'est Eliane qui était avec vous au clavardage aujourd'hui, qui est la déléguée pédagogique responsable du secteur de Laval. Donc, c'est comme ça qu'on trouve notre délégué pédagogique. Vous avez toujours les coordonnées téléphoniques et courriel également de la personne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est sûr que si c'est en lien avec une commande ou un produit que vous n'avez pas reçu,
là, à ce moment-là, c'est directement le service à la clientèle. Mais si c'est des questions en lien avec votre matériel, en lien avec le fonctionnement de la plateforme, c'est directement votre délégué pédagogique là, qui pourra vous aider. Donc, n'hésitez pas à le ou la contacter. Donc, ça, c'est pour retrouver notre équipe. Donc, voilà, c'est ce qui conclut aujourd'hui notre présentation. Je tiens à vous remercier de votre participation. Merci d'avoir assisté en fin de journée